Le 16 mars 1987, 28 enfants de 8 et 9 ans sont rentrés de leur sortie scolaire au musée d'histoire naturelle de Lyon. Leur institutrice, Madeleine Fournier, 34 ans, n'est jamais revenue avec eux. Disparue entre les vitrines de minéraux et les squelettes de dinosaures, évaporée comme si elle n'avait jamais existé. Pendant 26 ans, sa famille a cherché des réponses. Pendant 26 ans, les enquêteurs ont fouillé chaque piste. Mais ce qu'ils ont finalement découvert en 2013, caché derrière un mur de l'ancienne école, a glacé le sang même des inspecteurs les plus endurcis. Un dessin d'enfant, un simple dessin au crayon de couleur qui contenait des détails que personne, absolument personne, n'aurait pu connaître. Des détails qui remettaient en question tout ce que l'on croyait savoir sur cette journée de mars. Comment une petite fille de 8 ans avait-elle pu dessiner ce qu'elle a dessiné? Et surtout, pourquoi ce dessin était-il resté caché pendant plus d'un quart de siècle? Avant de continuer avec cette histoire qui a bouleversé toute une communauté, si vous appréciez les enquêtes sur des disparitions mystérieuses comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé dans cette matinée apparemment ordinaire de mars 1987. Lyon, troisième ville de France, confluent du Rhône et de la Saône, cité millénaire aux façades ocres et aux traboules secrètes. Au printemps 1987, la ville vivait une période de transformation. Le nouveau quartier de la Part-Dieu modernisait le visage urbain, mais les vieux quartiers, comme Croix-Rousse, conservaient leur âme ouvrière et leur fierté de l'ancien temps de la soierie. C'est dans ce quartier historique, rue des Tables Claudiennes, que se trouvait l'école primaire Jules Vallès, un bâtiment en pierre de taille datant de la fin du XIXe siècle, avec ses hautes fenêtres, ses plafonds voûtés et cette odeur caractéristique de craie et de parquet ciré que tous les anciens élèves se rappellent encore aujourd'hui. Madeleine Fournier enseignait dans cette école depuis 9 ans. À 34 ans, elle incarnait le type même de l'institutrice dévouée que l'on trouvait dans les écoles de la République française. Mince, les cheveux châtains toujours attachés en chignon strict, portant invariablement des jupes longues et des chemisiers boutonnés jusqu'au cou, elle respirait une forme d'austérité qui intimidait les parents au premier abord. Mais les enfants, eux, l'adoraient. Elle avait ce don rare de rendre vivantes les leçons les plus arides, transformant la géographie en aventures imaginaires et l'histoire en récits palpitants. Les anciens élèves se souviennent de sa voix douce mais ferme, de sa patience infinie avec les enfants en difficulté, de ses petites étoiles dorées qu'elle collait sur les cahiers bien tenus. Née à Villefranche-sur-Saône en 1953, Madeleine était la fille aînée d'un conducteur de train et d'une couturière. Sa jeunesse avait été marquée par une discipline stricte et des valeurs de travail héritées de parents qui avaient connu les privations de la guerre. Brillante élève, elle avait obtenu son diplôme de l'école normale d'instituteur en 1975 et commencé sa carrière dans une petite école rurale du Beaujolais avant d'être mutée à Lyon en 1978. Elle vivait seule dans un modeste appartement de 2 pièces, rue Burdeau, à 10 minutes à pied de l'école. Ses collègues la décrivaient comme solitaire mais professionnelle, toujours la première arrivée le matin et souvent la dernière à partir le soir. Elle ne parlait jamais de vie privée, ne participait pas aux sorties entre enseignants, déclinait poliment les invitations à dîner. Certains murmuraient qu'elle avait eu une déception amoureuse dans sa jeunesse. D'autres pensaient simplement qu'elle avait dédié sa vie à l'enseignement avec une abnégation quasi religieuse. Sa sœur cadette, Sophie, âgée de 29 ans en 1987, travaillait comme secrétaire médicale dans un cabinet dentaire du 6e arrondissement. Les deux sœurs se voyaient tous les dimanches pour le déjeuner, alternant entre l'appartement de Madeleine et celui de Sophie à Villeurbanne. Sophie racontera plus tard aux enquêteurs que sa sœur lui semblait tendue ces derniers mois, qu'elle avait perdu du poids, qu'elle sursautait au moindre bruit. Quand Sophie lui demandait ce qui n'allait pas, Madeleine balayait ses inquiétudes d'un geste de la main, parlait de fatigue, du stress de fin d'année scolaire qui approchait, mais Sophie sentait que quelque chose de plus profond tourmentait sa sœur.
Une ombre nouvelle était apparue dans son regard, une hésitation dans sa voix quand elle parlait de l'école. La classe de Madeleine, le cours élémentaire, 2e année, comptait 28 élèves cette année-là. 28 enfants de 8 et 9 ans, issus pour la plupart de familles ouvrières du quartier. Des enfants d'immigrés italiens, portugais, algériens, mêlés aux descendants des vieux lyonnais. Une mosaïque sociale typique de Croix-Rousse, où les différences d'origine s'effaçaient dans les cours de récréation et les goûters partagés. Vincent Laurent, le directeur de l'école, un homme de 52 ans aux tempes grisonnantes et aux manières paternalistes, gérait l'établissement depuis 1979. Ancien instituteur lui-même, il menait son école d'une main ferme mais juste, connaissant le prénom de chaque élève, saluant chaque parent par son nom. Il appréciait particulièrement Madeleine, louait son sérieux, sa ponctualité irréprochable, son dévouement aux enfants. Jamais un mot de travers, jamais une absence injustifiée, l'institutrice modèle. Dans ce contexte de normalité quotidienne, rien ne laissait présager la tragédie qui allait bouleverser cette communauté scolaire et marquer à jamais la vie de ces 28 enfants. Pourtant, avec le recul, certains détails prenaient une signification différente. Madame Sylvie Arnaud, la collègue de Madeleine qui enseignait dans la classe voisine, se rappellera avoir remarqué que Madeleine restait souvent seule dans sa classe, après les cours, assise à son bureau, fixant la porte avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Monsieur Georges Petit, le concierge de l'école, témoignera avoir trouvé à plusieurs reprises la salle des professeurs, plongée dans l'obscurité avec Madeleine assise près de la fenêtre, regardant la cour déserte. Quand il lui demandait si tout allait bien, elle sursautait comme si elle sortait d'une transe et répondait par un sourire forcé que oui, tout allait parfaitement bien. Le lundi 16 mars 1987 se levait sur Lyon sous un ciel gris typique du début du printemps. La température atteignait péniblement 12 degrés. Un vent humide soufflait depuis la Saône. Madeleine Fournier était arrivée à l'école à 7h45 exactement, comme l'attestait le registre de présence des enseignants signé de sa main. Elle portait ce matin-là, selon les témoignages convergents, un tailleur bleu marine, un chemisier blanc et des chaussures plates noires. Une tenue sobre et pratique, appropriée pour une sortie scolaire. Dans son sac en cuir marron, elle avait rangé la liste des élèves, les autorisations parentales, son portefeuille contenant sa carte d'identité et environ 200 francs en espèces, un trousseau de clés, un paquet de mouchoirs en papier et son agenda personnel. La sortie au musée d'histoire naturelle était planifiée depuis janvier. Madeleine avait personnellement organisé chaque détail, réservé le créneau horaire de 10h à midi, préparé un dossier pédagogique sur les fossiles et les minéraux pour prolonger la visite en classe. Elle avait même effectué une visite préalable du musée 3 semaines auparavant, un samedi après-midi, pour repérer les salles et préparer le parcours optimal. Le directeur Vincent Laurent avait insisté pour qu'elle soit accompagnée de 2 parents d'élèves, conformément aux règles de sécurité en vigueur. Madame Paulette Charpentier, mère de Julien, et Monsieur Henri Blanc, père de Nathalie, s'étaient portés volontaires. 2 accompagnateurs fiables, bien connus de l'école, qui avaient déjà participé à d'autres sorties. Ce matin-là, l'excitation était palpable dans la classe. Les enfants entraient en trombe, parlant tous en même temps de ce qu'ils allaient y voir. Madeleine les fit asseoir, prit l'appel, vérifia que chacun avait bien son pique-nique pour le déjeuner après la visite. À 8h30 précise, elle donna ses dernières instructions. Restez groupés, ne touchez à rien, levez la main avant de poser une question. Les enfants opinèrent avec le sérieux solennel de ceux qui comprennent l'importance de bien se comporter. Vers 9h15, le groupe se mit en route vers l'arrêt du bus ligne 5 qui les conduirait jusqu'à la place Bellecour, d'où ils marcheraient jusqu'au musée situé boulevard des Belges, dans le 6e arrondissement. Le trajet se déroula sans incident particulier. Les enfants chantaient des comptines, Madeleine les faisait taire doucement quand ils devenaient trop bruyants. Madame Charpentier comptait et recomptait les têtes par réflexe maternel. Ils arrivèrent au musée à 10h05.
L'imposant bâtiment néoclassique, avec ses colonnes majestueuses et son fronton sculpté, impressionna les enfants qui se turent instantanément. Madeleine échangea quelques mots avec l'agent d'accueil, une femme d'une 50aine d'années nommée Brigitte Lemoine, qui travaillait au musée depuis 15 ans. Madame Lemoine se souviendra parfaitement de cette visite parce qu'elle trouvait que l'institutrice semblait particulièrement nerveuse, consultant sa montre plusieurs fois, jetant des regards furtifs vers l'entrée, comme si elle attendait quelqu'un ou redoutait l'arrivée de quelqu'un. Mais Madame Lemoine n'y accorda pas d'importance sur le moment, habituée aux enseignants stressés par la responsabilité d'un groupe d'enfants turbulents dans un espace public. La visite commença par la grande galerie d'anatomie comparée, avec ses squelettes imposants qui déclenchèrent des ohs et des ahs émerveillés. Et Madeleine expliquait, montrait, répondait aux questions avec sa patience habituelle. Les enfants prenaient des notes sur leurs petits carnets, dessinaient les crânes de mammifères qui les fascinaient. Tout semblait se dérouler normalement. Vers 10h45, le groupe se dirigea vers la section de minéralogie au 2e étage du bâtiment. C'est là que les choses devinrent confuses. Selon les témoignages recueillis plus tard, Madeleine avait décidé de diviser la classe en 2 groupes pour mieux observer les vitrines sans que les enfants se marchent dessus. Un premier groupe de 14 élèves resta avec Madame Charpentier pour observer la collection de quartz, tandis que le second groupe suivait Madeleine vers les vitrines d'améthyste situées de l'autre côté de la salle. Monsieur Blanc circulait entre les 2 groupes, veillant à ce que personne ne s'égare. La section de minéralogie était une vaste salle rectangulaire, bien éclairée par de grandes fenêtres donnant sur le boulevard, avec des vitrines murales et d'autres au centre de la pièce. Il y avait 2 portes, l'entrée principale par laquelle ils étaient arrivés et une porte secondaire au fond de la salle, marquée « Réservée au personnel » qui menait aux réserves et aux bureaux administratifs. Élise Garnier, 8 ans et demi, faisait partie du groupe qui suivait Madeleine. Petite fille, aux cheveux blonds coupés au carré, avec des lunettes rondes qui lui donnaient un air sérieux, Élise était une élève appliquée, discrète, qui parlait peu, mais observait tout. Elle se tenait juste à côté de Madeleine quand cela s'est produit. Selon son témoignage initial, recueilli le jour même par les policiers avec des précautions infinies pour ne pas traumatiser davantage l'enfant, Madeleine expliquait les propriétés des améthystes quand elle s'est soudainement arrêtée au milieu d'une phrase. Élise a levé les yeux et vu que la maîtresse fixait quelque chose ou quelqu'un derrière eux. La petite fille s'est retournée mais n'a vu personne de particulier, juste d'autres visiteurs du musée se promenant entre les vitrines. Quand elle a regardé de nouveau vers Madeleine, l'institutrice avait ce que Élise a décrit comme un visage très blanc, comme celui de maman quand elle a eu la grippe. Madeleine a murmuré quelque chose qu'Élise n'a pas bien compris, quelque chose qui ressemblait à « il ne fallait pas venir » ou « vous ne deviez pas être là ». Puis, elle a dit aux enfants de son groupe de rejoindre Madame Charpentier, qu'elle revenait dans 1 minute. Elle s'est éloignée vers le fond de la salle, en direction de la porte marquée « Réservée au personnel ». Les autres enfants du groupe ont commencé à traverser la salle vers leurs camarades. Élise est restée quelques secondes de plus, regardant sa maîtresse qui marchait vite, presque en courant. Elle a vu Madeleine ouvrir la porte réservée au personnel et disparaître derrière. La porte s'est refermée, Élise a attendu, puis a finalement rejoint les autres. Quand Madame Charpentier a demandé où était la maîtresse, Élise a expliqué qu'elle était partie par la porte du fond et qu'elle avait dit qu'elle revenait. Madame Charpentier n'y a pas prêté attention immédiatement, pensant que Madeleine était peut-être allée chercher un gardien pour une question sur les collections. 5 minutes ont passé, 10 minutes. Madame Charpentier a commencé à s'inquiéter. Elle a demandé à Monsieur Blanc d'aller voir. Il a essayé d'ouvrir la porte, mais elle était fermée à clé. Un gardien a été appelé. La porte menait effectivement aux zones non accessibles au public. Un couloir étroit desservant des réserves, des bureaux, une salle de repos pour le personnel et une sortie de secours donnant sur une ruelle latérale. Le gardien a parcouru ces espaces. Personne.
Aucune trace de Madeleine Fournier. L'alerte a été donnée à 11h15. Le directeur du musée a immédiatement contacté la police. Les 28 enfants ont été rassemblés dans une salle et gardés sous surveillance en attendant l'arrivée des enquêteurs. Madame Charpentier et Monsieur Blanc étaient en état de choc, se répétant sans cesse qu'ils ne comprenaient pas, que c'était impossible, qu'elle était là il y a quelques minutes à peine. Le musée a été bouclé, chaque visiteur interrogé. Personne n'avait rien remarqué d'inhabituel. Les caméras de sécurité, peu nombreuses à l'époque et de qualité médiocre, n'avaient rien capté de concluant dans les couloirs administratifs. Une caméra montrait effectivement Madeleine poussant la porte réservée au personnel à 10h52 précisément, mais l'angle ne permettait pas de voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Après cela, plus rien. Elle n'apparaissait sur aucune autre caméra. La sortie de secours n'était pas filmée. L'inspecteur Jean Marchand, 47 ans, 23 ans de service dans la police judiciaire de Lyon, prit l'affaire en main dès son arrivée sur les lieux à 12h30. Homme méthodique et patient, connu pour son professionnalisme et son humanité, il comprit immédiatement qu'il se trouvait face à une disparition inquiétante. Une femme adulte, responsable de 28 enfants, qui s'évapore en plein jour dans un lieu public fermé, cela n'avait aucun sens. Sa première hypothèse fut un malaise médical. Peut-être Madeleine s'était-elle sentie mal, était-elle sortie prendre l'air et s'était évanouie quelque part. Mais les recherches dans tout le bâtiment et aux alentours immédiats ne donnèrent rien. Son sac à main fut retrouvé dans la salle de minéralogie, posé au pied d'une vitrine, contenant tous ses effets personnels. Son portefeuille, avec l'argent et la carte d'identité, ses clés, tout était là. Une personne qui part de son plein gré prend généralement son sac. Les interrogatoires des enfants, menés avec d'infinies précautions par des enquêteurs spécialisés, apportèrent peu d'éléments exploitables. À 8 ans, traumatisés par la situation, les enfants donnaient des versions contradictoires, mélangeaient l'ordre des événements, confondaient ce qu'ils avaient vraiment vu avec ce qu'ils imaginaient. Seule Élise Garnier semblait avoir des souvenirs précis, mais son témoignage soulevait plus de questions qu'il n'apportait de réponses. À qui Madeleine avait-elle parlé? Qu'avait-elle dit exactement? Élise ne savait pas, n'était pas sûre, pleurait en disant qu'elle aurait dû mieux écouter. Sa mère, Catherine Garnier, serrait sa fille contre elle, suppliant les policiers de ne pas la brusquer. L'inspecteur Marchand assura qu'il ferait tout pour retrouver la maîtresse, qu'Élise était très courageuse d'avoir essayé de se rappeler. Les jours qui suivirent, le 16 mars 1987, furent un cauchemar éveillé pour tous ceux qui connaissaient Madeleine Fournier. Sa disparition fit les gros titres de Le Progrès, le journal local, et les médias nationaux s'emparèrent rapidement de l'affaire. Une institutrice qui disparaît pendant une sortie scolaire, c'était le genre d'histoire qui captive et horrifie simultanément l'opinion publique. Les théories les plus folles commencèrent à circuler. Certains parlaient d'enlèvement, d'autres d'amnésie subite. Quelques-uns suggéraient même qu'elle avait planifié sa fuite pour échapper à une vie qu'elle ne supportait plus. Mais aucune de ces hypothèses ne tenait vraiment debout face aux faits. Sophie Fournier passa les premières semaines dans un état second. Elle avait identifié les vêtements de sa sœur, reconnu son écriture sur les documents retrouvés, mais refusait d'accepter qu'elle puisse simplement avoir disparu. Elle harcela la police d'appel quotidien, organisa des battues de recherche avec des volontaires qui ratissèrent les berges du Rhône, les parcs, les bâtiments abandonnés. Rien. Elle fit imprimer des milliers d'affiches avec la photo de Madeleine, cette photo d'identité un peu floue où sa sœur regardait l'objectif avec son sérieux habituel et les placarda dans tout Lyon. Elle engagea même un détective privé avec l'argent emprunté à ses parents, un ancien policier à la retraite qui accepta l'affaire plus par compassion que par conviction de réussir. Après 6 mois d'enquête, il ne put que confirmer ce que la police avait déjà établi. Madeleine Fournier s'était volatilisée sans laisser la moindre trace exploitable. L'enquête officielle suivit toutes les procédures standards. L'inspecteur Marchand et son équipe interrogèrent la famille, les collègues, les voisins. Ils épluchèrent les relevés bancaires de Madeleine.
Aucun retrait inhabituel, aucun achat suspect dans les semaines précédant sa disparition. Son appartement fut perquisitionné méticuleusement. C'était un lieu spartiate, presque austère. Peu de meubles, peu de décorations. Des livres de pédagogie, des manuels scolaires, quelques romans classiques soigneusement rangés. Pas de journal intime, pas de correspondance personnelle révélatrice. Une vie volontairement simple, presque monacale. Les enquêteurs notèrent toutefois un détail curieux. Son calendrier mural, accroché dans la cuisine, portait plusieurs dates encerclées au crayon rouge dans les mois précédents. Lorsqu'ils vérifièrent, ces dates correspondaient toutes à des jeudis. Interrogée, Sophie ne put expliquer la signification de ces marques. Ce n'étaient ni des anniversaires, ni des événements familiaux. Le directeur Vincent Laurent fut bien sûr interrogé longuement. Il décrivit Madeleine comme une employée exemplaire, sans le moindre problème disciplinaire ou comportemental. Quand les enquêteurs lui demandèrent s'il avait remarqué un changement dans son attitude récemment, il hésita avant de répondre. Puis, il admit que oui. Depuis environ 3 mois, depuis janvier, Madeleine semblait plus distraite, parfois absente pendant les réunions pédagogiques. Une fois, il l'avait surprise en train de pleurer dans le couloir. Quand il lui avait demandé ce qui n'allait pas, elle avait séché ses larmes rapidement et prétexté un problème familial sans gravité. Il n'avait pas insisté, respectant sa vie privée. Aujourd'hui, il se le reprochait amèrement. Aurait-il pu voir des signes avant-coureurs? Aurait-il pu faire quelque chose pour empêcher ce qui s'était produit? Les collègues de Madeleine furent tous entendus. Sylvie Arnaud, qui enseignait dans la classe voisine, confirma ce qu'elle avait déjà mentionné. Madeleine restait de plus en plus souvent seule après les cours, semblait nerveuse, sursautait facilement. Elle avait essayé de lui parler plusieurs fois, de l'inviter à prendre un café, mais Madeleine déclinait toujours poliment. Un jour, fin février, Sylvie était entrée sans frapper dans la classe de Madeleine et l'avait trouvée debout devant la fenêtre, regardant la cour de récréation déserte avec une expression que Sylvie avait trouvée étrange, presque effrayée. Quand Madeleine s'était retournée et l'avait vue, elle avait semblé soulagée, comme si elle s'attendait à voir quelqu'un d'autre. Sylvie n'avait pas compris sur le moment, mais maintenant, avec le recul, ce détail prenait une résonance inquiétante. À l'école Jules Vallès, l'atmosphère était devenue pesante. Les enfants posèrent des questions auxquelles personne ne pouvait répondre. Où est la maîtresse? Quand est-ce qu'elle va revenir? Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal? Les parents étaient divisés entre compassion et colère. Certains reprochaient à l'école d'avoir organisé cette sortie, d'autres exigeaient des mesures de sécurité renforcées. Tous vivaient avec la peur viscérale qu'une telle chose puisse arriver à leurs propres enfants. Une psychologue scolaire fut assignée à la classe de Madeleine, devenue orpheline de son institutrice. Les enfants dessinaient compulsivement des scènes du musée, comme si en reproduisant visuellement leurs souvenirs, ils pouvaient comprendre l'incompréhensible. Élise Garnier développa un mutisme partiel. Elle, qui était déjà une enfant discrète, cessa presque complètement de parler. À l'école, elle restait à l'écart pendant les récréations, assise sur un banc, fixant le vide. À la maison, elle faisait des cauchemars récurrents dont elle se réveillait en hurlant, incapable de raconter ce qu'elle avait rêvé. Sa mère, Catherine, infirmière de nuit dans un hôpital de Villeurbanne, dut réduire ses heures de travail pour s'occuper d'elle. Son père, Jacques Garnier, mécanicien dans un garage du quartier, ne savait pas comment aider sa fille. Ils consultèrent un pédopsychiatre qui diagnostiqua un traumatisme lié à la disparition. Élise se sentait coupable, expliqua le médecin. Elle pensait qu'elle aurait pu empêcher ce qui s'était passé si elle avait été plus attentive, si elle avait mieux écouté ce que la maîtresse disait, si elle avait suivi Madeleine au lieu de rejoindre les autres enfants. Cette culpabilité était irrationnelle, mais profondément ancrée. Il faudrait du temps et de la patience pour qu'Élise comprenne qu'elle n'était responsable de rien. Les mois passèrent. L'été 1987 arriva avec son lot de chaleur étouffante sur Lyon. Les pistes s'épuisaient une à une. Toutes les personnes présentes au musée ce jour-là avaient été identifiées et interrogées.
Aucune ne présentait de profil suspect. Les vidéos de surveillance avaient été analysées image par image. Rien d'anormal n'apparaissait. La sortie de secours donnant sur la ruelle latérale avait été examinée sous tous les angles. Elle n'était pas verrouillée de l'intérieur, ce qui signifiait que Madeleine aurait pu sortir par là. Mais pourquoi? Et surtout, où était-elle allée ensuite? Des témoins avaient été recherchés dans tout le quartier. Personne ne se rappelait avoir vu une femme correspondant à son signalement errer dans les rues ce jour-là. Une piste brièvement explorée concernait un homme aperçu plusieurs fois près de l'école dans les semaines précédant la disparition. Plusieurs parents avaient mentionné avoir remarqué un individu d'une quarantaine d'années portant toujours un imperméable beige et une casquette qui se tenait de l'autre côté de la rue, semblant observer les enfants sortir de l'école. Le concierge, Monsieur Petit, l'avait même interpellé une fois, lui demandant ce qu'il faisait là. L'homme avait répondu qu'il attendait quelqu'un, et s'était éloigné, mais personne ne l'avait revu après la disparition de Madeleine. Un portrait robot fut établi et diffusé. Plusieurs signalements arrivèrent, mais aucun ne permit d'identifier formellement cet homme. Cette piste, comme les autres, finit par s'enliser. À l'automne 1987, l'affaire commença à sortir progressivement de l'actualité. D'autres faits divers captèrent l'attention des médias. Seule Sophie continuait de se battre, refusant d'accepter que sa sœur soit devenue une simple statistique dans les fichiers des personnes disparues. Elle avait rejoint une association d'aide aux familles de disparus, trouvant un peu de réconfort dans le partage d'expériences similaires. Chaque année, le 16 mars, elle organisait un rassemblement devant le musée d'histoire naturelle. Une veillée silencieuse où quelques fidèles venaient allumer des bougies en mémoire de Madeleine. Avec le temps, les participants se firent de plus en plus rares, mais Sophie ne manqua jamais un seul de ses anniversaires. L'inspecteur Jean Marchand, lui, n'abandonna jamais complètement l'affaire, même quand elle fut officiellement classée en sommeil, même quand de nouveaux dossiers urgents s'empilèrent sur son bureau, il revenait régulièrement aux notes d'enquête sur Madeleine Fournier. Quelque chose le tracassait dans cette affaire, une intuition qu'il ne parvenait pas à formuler clairement. Il revoyait les témoignages des enfants, particulièrement celui d'Élise. Cette phrase que Madeleine avait murmurée, « Il ne fallait pas venir ou vous ne deviez pas être là ». À qui s'adressait-elle? Et pourquoi cette terreur sur son visage, selon la description de la petite fille? Marchand avait le sentiment que la clé se trouvait là, dans ces derniers instants avant la disparition, mais il ne trouvait pas comment l'ouvrir. Les années s'écoulèrent. 1990, 1995, 2000. L'école Jules Vallès continua de fonctionner. De nouveaux enseignants remplacèrent ceux qui partirent à la retraite. De nouvelles générations d'enfants remplirent les salles de classe. La classe où enseignait Madeleine fut réaménagée plusieurs fois, repeinte, équipée de nouveaux mobiliers. Mais les anciens élèves de 1987, devenus adolescents puis jeunes adultes, n'oublièrent jamais. Ils gardaient tous un souvenir vivace de ce jour de mars où leur maîtresse avait disparu. Certains en parlaient ouvertement, d'autres préféraient enfouir ce souvenir. Élise Garnier, elle, avait reconstruit sa vie petit à petit. Après des années de thérapie, elle avait réussi à surmonter une partie de son traumatisme. Brillante élève, malgré ses difficultés émotionnelles, elle avait poursuivi des études de psychologie, probablement influencée par sa propre expérience. En 2007, à 28 ans, elle obtint son doctorat et commença à exercer comme psychologue clinicienne dans un centre médical de Paris, où elle s'était installée après ses études. Elle s'était spécialisée dans le traitement des traumatismes de l'enfance, une vocation née de son histoire personnelle. En janvier 2013, l'ancien bâtiment de l'école Jules Vallès fit l'objet d'un projet de réhabilitation. L'école avait déménagé 5 ans auparavant dans de nouveaux locaux plus modernes, construits à proximité, et le vieux bâtiment de pierre était resté vide depuis. La mairie de Lyon avait finalement décidé de le transformer en centre culturel communautaire. Les travaux de rénovation lourde débutèrent au début du mois. Une entreprise locale, Rénovation Patrimoine Lyonnais, avait remporté l'appel d'offres. L'architecte en charge du projet,
Madame Juliette Morel, une femme d'une quarantaine d'années, passionnée par la conservation du patrimoine architectural, insista pour que les travaux respectent autant que possible les structures originales du XIXe siècle. Le jeudi 24 janvier 2013, les ouvriers s'attaquaient au premier étage, celui qui abritait autrefois les salles de classe. Christophe Delmas, chef d'équipe de 45 ans, travaillait dans le bâtiment depuis 2 semaines. Ce matin-là, son équipe avait pour tâche de démonter les anciennes boiseries murales de ce qui avait été la salle d'art plastique, située au bout du couloir. La pièce avait servi de débarras pendant les dernières années de fonctionnement de l'école, remplie de vieux manuels, de matériel scolaire obsolète, de cartons poussiéreux. Tout avait été évacué avant le début des travaux. Vers 11 heures du matin, alors que Christophe démontait avec précaution les panneaux de lambris qui recouvraient le mur sud de la salle, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Derrière les panneaux, au lieu du mur de pierre massif auquel il s'attendait, il découvrit un espace vide, une cavité d'environ 2 mètres de large sur 1,50 m de haut et 40 cm de profondeur. Un compartiment qui n'apparaissait sur aucun des plans originaux du bâtiment. Intrigué, Christophe appela Madame Morel, qui se trouvait dans le bâtiment ce jour-là. Ensemble, ils examinèrent la découverte. L'espace semblait avoir été créé volontairement. Les briques de séparation avaient été soigneusement retirées, puis l'ouverture dissimulée par un faux panneau de lambris pratiquement indétectable de l'extérieur. Et à l'intérieur de cette cachette, il y avait des objets, beaucoup d'objets. Madame Morel, réalisant immédiatement qu'il venait peut-être de tomber sur quelque chose d'important, ordonna d'arrêter les travaux et de ne toucher à rien. Elle contacta la mairie qui, à son tour, alerta la police. À 14 heures, des agents en uniforme sécurisaient les lieux. À 15 heures, des techniciens de la police scientifique commençaient leur examen de la cachette. Ce qu'ils trouvèrent glaça le sang même des enquêteurs les plus aguerris. Un sac à main en cuir marron, identique à celui que Madeleine Fournier portait habituellement selon les témoignages de 2007. Non, attendez. Ils avaient retrouvé son sac au musée le jour de sa disparition. Celui-ci était différent mais similaire. À l'intérieur, un agenda personnel pour l'année 1987, quelques photos, des lettres, mais surtout, il y avait des dizaines et des dizaines de dessins d'enfants. Des feuilles de papier canson jaunies par le temps, certaines impeccablement conservées, d'autres légèrement froissées. Des dessins au crayon de couleur, au feutre, représentant diverses scènes. Des maisons, des personnages, des animaux, des paysages, des dessins typiques d'enfants de 8 ou 9 ans, et sur presque tous, une signature en lettres maladroites. Élise, Thomas, Julien, Nathalie, Marc, les noms des élèves de la classe de Madeleine Fournier en 1987. Le commandant de police Rémi Dufour, 53 ans, qui supervisait les opérations, comprit immédiatement qu'il tenait peut-être enfin un élément concret dans l'affaire de la disparition de l'institutrice. Une affaire qu'il connaissait bien puisqu'il était jeune inspecteur dans la même brigade que Jean Marchand en 1987. Il contacta immédiatement Marchand, qui avait pris sa retraite en 2008 et vivait désormais dans un petit village de l'Aisne, mais qui s'était toujours tenu informé du moindre développement concernant l'affaire Fournier. À 73 ans, Jean Marchand n'avait rien perdu de sa vivacité d'esprit. Quand Dufour l'informa de la découverte, il resta silencieux un long moment au téléphone. Puis il dit simplement qu'il serait à Lyon dans 2 heures. Pendant ce temps, les techniciens continuaient d'inventorier le contenu de la cachette. L'agenda de Madeleine recelait des annotations cryptiques, des dates encerclées, les mêmes jeudis que ceux marqués sur son calendrier mural. À côté de certaines dates, des initiales, VL. À côté d'autres, un simple point d'interrogation. Les lettres trouvées dans le sac semblaient être de vieilles correspondances familiales, rien de particulièrement révélateur au premier examen. Mais les dessins, ces maudits dessins, posaient 1000 questions. Pourquoi Madeleine avait-elle rassemblé ces dessins précis? Pourquoi les avait-elle cachés ici, dans un compartiment dissimulé? Et surtout, quand et comment avait-elle créé cette cachette?
Georges Petit, l'ancien concierge de l'école, aujourd'hui âgé de 84 ans et résidant dans une maison de retraite de Caluire-et-Cuire, fut contacté. Il confirma que oui, il était techniquement possible qu'un enseignant ait pu accéder à la salle d'art plastique en dehors des heures de cours pour y dissimuler des objets. Madeleine avait les clés de toutes les salles puisque les enseignants devaient parfois préparer leurs cours le soir ou le week-end. Quant à créer physiquement la cachette, en retirant des briques et en installant un faux panneau, c'était plus compliqué, mais pas impossible. Cela aurait nécessité du temps, probablement plusieurs nuits de travail et une certaine habileté manuelle. Monsieur Petit se rappelait vaguement avoir remarqué en février ou mars 1987 des traces de poussière de briques dans le couloir du premier étage un matin, mais il avait pensé que cela provenait de petits travaux de maintenance et n'y avait pas prêté attention. Jean Marchand arriva à l'école en fin d'après-midi. Le vieil inspecteur, cheveux complètement blancs maintenant, dos légèrement voûté, gravit lentement les escaliers vers le premier étage. Dans la salle d'art plastique, il observa longuement la cachette ouverte, les objets méticuleusement rangés dans des sacs d'évidence transparents. Il demanda à voir les dessins, on les lui apporta. Il les examina un par un, silencieusement, avec cette patience méthodique qui l'avait caractérisé tout au long de sa carrière. Puis, il s'arrêta sur un dessin en particulier, un dessin signé Élise, et son visage changea d'expression. Le dessin qui avait capté l'attention de Jean Marchand représentait une scène que l'ancien inspecteur reconnut immédiatement, le musée d'histoire naturelle. Ou plus précisément, la section de minéralogie. On y voyait des vitrines, des personnages dessinés de manière enfantine, des cristaux de couleurs vives. Mais ce qui troublait Marchand, ce qui avait fait battre son cœur plus vite, c'était un détail précis dans le coin inférieur droit du dessin. Une petite silhouette, à demi cachée derrière une vitrine, représentée de profil. Une silhouette avec quelque chose de très particulier. Elle portait ce qui ressemblait à un imperméable beige et une casquette. Le même imperméable et la même casquette que portait l'homme mystérieux aperçu près de l'école dans les semaines précédant la disparition. L'homme qu'il n'avait jamais réussi à identifier. Marchand montra le dessin au commandant Dufour. Vous voyez ici, cette silhouette. Élise Garnier a dessiné cet homme, ce qui signifie qu'elle l'a vu au musée ce jour-là. Mais dans tous les interrogatoires, elle n'a jamais mentionné avoir vu cet homme. Dufour fronça les sourcils. Peut-être ne s'en souvenait-elle pas consciemment. Les enfants dessinent parfois des détails qu'ils ont enregistrés visuellement sans y accorder d'importance. Ou peut-être que ce dessin a été fait avant la sortie, comme préparation. Marchand secoua la tête. Non. Regardez les autres dessins de cette collection. Ils ont tous été réalisés après la visite, probablement dans les jours suivants. Ce sont des souvenirs de la sortie. On le voit à la manière dont les détails sont rendus, à la précision de certains éléments architecturaux du musée. Ces enfants ont dessiné ce qu'ils ont vraiment vu ce jour-là. La question était donc, pourquoi Élise avait-elle dessiné cet homme sans jamais en parler ? Et surtout, pourquoi Madeleine avait-elle conservé ce dessin particulier au point de le cacher avec tant de précaution? Marchand examina les autres dessins de plus près, cherchant d'autres anomalies, d'autres détails qui auraient pu passer inaperçus à l'époque. Il remarqua que plusieurs dessins montraient la porte marquée réservée au personnel, celle par laquelle Madeleine avait disparu. C'était logique, les enfants dessinaient ce qui les avait marqués. Mais sur l'un de ces dessins, signé Thomas, on distinguait quelque chose d'étrange. La porte semblait entr'ouverte et derrière, une forme humaine floue était esquissée. Comme si quelqu'un se tenait là, attendant. Il fallait retrouver Élise Garnier. Elle avait maintenant 34 ans, exactement l'âge qu'avait Madeleine quand elle avait disparu. Cette coïncidence troublante n'échappa pas à Marchand. Les recherches commencèrent immédiatement. Les fichiers administratifs indiquèrent qu'elle résidait à Paris, dans le 11e arrondissement. Le vendredi 25 janvier, en fin de matinée, 2 inspecteurs de la police judiciaire de Lyon se présentèrent à son cabinet de psychologie situé rue Oberkampf. Élise Garnier les reçut dans une petite salle d'attente aux couleurs apaisantes, décorée de plantes vertes.
C'était une femme mince, aux traits fins, portant toujours des lunettes qui lui donnaient un air studieux. Ses cheveux blonds étaient coupés courts maintenant. Quand les inspecteurs lui expliquèrent la raison de leur visite, elle devint très pâle et dut s'asseoir. Le lendemain, Élise était dans un TGV pour Lyon. Elle avait immédiatement annulé tous ses rendez-vous de la semaine, prétextant une urgence familiale. La vérité était qu'elle n'avait pas le choix. Depuis 26 ans, elle vivait avec le poids de ce jour de mars, avec ce sentiment diffus de culpabilité, avec ces fragments de souvenirs qui la hantaient par intermittence. Et maintenant, on lui disait qu'on avait retrouvé des dessins qu'elle avait faits enfant, dessins cachés par sa maîtresse disparue. Elle devait savoir pourquoi. Elle devait comprendre. Au commissariat central de Lyon, dans une salle d'interrogatoire qui ressemblait plus à un bureau confortable qu'à la pièce austère des films policiers, Élise s'assit face à Jean Marchand. Le vieil inspecteur s'était proposé pour mener l'entretien lui-même. Il y avait quelque chose dans cette affaire qui exigeait sa présence, une dernière mission avant que le temps ne lui ôte définitivement la possibilité de résoudre le mystère qui l'avait hanté pendant un quart de siècle. Il posa le dessin devant Élise, son dessin de la section de minéralogie avec la silhouette à l'imperméable. Élise le regarda longuement, puis elle commença à pleurer. À travers ses larmes, elle raconta ce dont elle se souvenait. Ou plutôt, ce dont elle croyait se souvenir, car même elle n'était plus certaine de la fiabilité de sa mémoire après toutes ces années. Elle se rappelait avoir fait ce dessin quelques jours après la disparition. La psychologue scolaire avait encouragé les enfants à dessiner pour exorciser leur traumatisme. Élise avait dessiné le musée, essayant de reconstituer visuellement ce dernier moment où elle avait vu Madeleine, et en dessinant, elle avait retrouvé un souvenir enfoui. Cet homme derrière la vitrine, elle l'avait vu, elle en était presque sûre maintenant. Il était là, dans la salle de minéralogie, les observant. Et Madeleine l'avait vu aussi. C'était lui qu'elle fixait, quand son visage était devenu tout blanc. C'était à lui qu'elle avait parlé. Marchand écouta avec attention. « Aviez-vous déjà vu cet homme avant ce jour-là » Élise hésita. Elle ne savait pas. Peut-être. Il y avait quelque chose de vaguement familier chez lui, mais elle ne parvenait pas à préciser quoi. Était-ce un parent d'élève, un employé de l'école, quelqu'un du quartier? Elle ne pouvait pas dire. C'était juste une impression diffuse. Marchand lui demanda si elle accepterait de travailler avec un dessinateur de la police pour affiner le portrait robot de cet homme. Élise accepta. Pendant les jours suivants, Élise passa de longues heures avec le dessinateur. Elle se plongea dans ses souvenirs, laissa remonter des images qu'elle avait enfouies depuis des décennies. Le processus fut douloureux. Elle fit plusieurs crises d'angoisse, dut prendre des pauses fréquentes. Mais petit à petit, un visage émergea. Un homme d'environ 40 ans, très quelconque, rien de particulièrement mémorable. Mais quand le portrait fut terminé, quand Élise le regarda dans son ensemble, elle eut un choc. Elle connaissait cet homme, elle en était certaine. Mais d'où? La réponse vint d'une source inattendue. Sophie Fournier, maintenant âgée de 55 ans, avait été informée de la découverte des objets cachés dans l'école. Quand la police l'avait contactée pour l'informer, elle s'était effondrée. Après tant d'années sans aucune nouvelle, voilà qu'on retrouvait des affaires personnelles de sa sœur, des indices qui prouvaient que Madeleine avait anticipé quelque chose, qu'elle avait eu peur de quelque chose ou de quelqu'un. Sophie insista pour venir à Lyon, pour voir ces objets de ses propres yeux. On la conduisit au laboratoire de la police scientifique où tout avait été entreposé. Parmi les objets, il y avait les lettres trouvées dans le sac. Sophie demanda à les lire. C'étaient effectivement de vieilles correspondances familiales, pour la plupart anodines. Mais l'une d'elles attira son attention. Une lettre datée de novembre 1986, soit 4 mois avant la disparition. Une lettre que Madeleine avait reçue, mais dont Sophie ignorait l'existence. L'enveloppe ne portait aucune adresse d'expéditeur. La lettre à l'intérieur était courte, écrite d'une main masculine nerveuse. « Il faut que nous parlions. Tu ne peux pas continuer à ignorer la situation. Jeudi prochain, 20 heures, au même endroit. Si tu ne viens pas, je serai obligé de prendre d'autres mesures. V.
Les mêmes initiales que celles notées dans l'agenda de Madeleine à côté des jeudis encerclés. Sophie fixa la lettre, le cœur battant. Qui était ce V? Quelle situation Madeleine était-elle supposée ne pas ignorer? Et quelles mesures cet homme menaçait-il de prendre? Elle transmit immédiatement la lettre aux enquêteurs. L'analyse graphologique confirma qu'il s'agissait d'une écriture masculine, probablement d'une personne éduquée, avec des signes de stress ou d'agitation dans le tracé. Mais sans échantillon de comparaison, impossible d'identifier le scripteur. Marchand demanda à Sophie si elle avait une idée de qui pouvait être ce V. Sophie réfléchit longuement. Les connaissances de Madeleine étaient limitées. Elle ne fréquentait presque personne en dehors du travail. Les seules personnes qu'elle voyait régulièrement, hormis Sophie elle-même, étaient ses collègues enseignants et... Sophie s'arrêta brusquement. Vincent Laurent, le directeur de l'école. Ses initiales étaient VL Vincent et Laurent. Cela correspondait au V de la lettre, et il y avait autre chose. Sophie se rappelait maintenant une remarque que Madeleine avait faite plusieurs années auparavant, en 1982 ou 83. Elle avait dit quelque chose comme « Monsieur Laurent peut être très insistant quand il veut quelque chose ». Sur le moment, Sophie n'y avait pas prêté attention, mais maintenant, cette phrase prenait une toute autre signification. Vincent Laurent avait 77 ans en 2013. Il vivait dans une maison de retraite médicalisée de Lyon, souffrant de démence sénile avancée. Quand les enquêteurs allèrent l'interroger, ils trouvèrent un vieil homme confus, incapable de se rappeler des événements récents, divagant parfois sur le passé, impossible d'obtenir un témoignage cohérent. Mais en fouillant dans les archives de sa carrière, les enquêteurs découvrirent des éléments troublants. Vincent Laurent avait été marié 2 fois. Sa première femme était décédée en 1977. Sa seconde épouse l'avait quitté en 1985, 2 ans avant la disparition de Madeleine, citant dans les documents de divorce des comportements inappropriés et harcèlement émotionnel. 3 anciennes enseignantes de l'école, contactées et interrogées sous le sceau de la confidentialité, confirmèrent que Laurent avait la réputation d'être délicat avec les femmes de son équipe. Rien d'illégal, rien qu'on puisse prouver, mais des attentions insistantes, des invitations répétées, une difficulté à accepter les refus. La pièce du puzzle commençait à se mettre en place, mais il manquait encore des éléments cruciaux. Que s'était-il réellement passé ce jour de mars au musée? Quel rôle Laurent avait-il joué dans la disparition? Et surtout, où était Madeleine maintenant? Les enquêteurs décidèrent de se concentrer sur l'homme à l'imperméable. Si Élise l'avait vu au musée, s'il était lié d'une manière ou d'une autre à Madeleine, il fallait l'identifier. Le portrait robot fut diffusé dans les médias avec un appel à témoins. L'affaire, ressortie des limbes après 26 ans, captiva de nouveau l'attention publique. Les journaux titrèrent « Disparition de l'institutrice, nouvelle révélation après 26 ans » ou « Le mystère Madeleine Fournier, un dessin d'enfant relance l'enquête ». 2 jours après la diffusion du portrait robot, un appel téléphonique arriva au commissariat. Un homme âgé, la voix tremblante, demandant à parler aux enquêteurs en charge de l'affaire Fournier. Il dit s'appeler Alain Girard, avoir 66 ans et résider à Dessines-Charpieu, une commune de l'Est lyonnais. Il disait reconnaître l'homme du portrait robot. C'était son frère cadet, Michel Girard. Les inspecteurs le convoquèrent immédiatement. Le lendemain matin, Alain Girard se présentait au commissariat central. C'était un homme voûté par l'âge et ce qui semblait être le poids d'un secret longtemps gardé. Il s'assit dans la salle d'interrogatoire et commença son récit d'une voix brisée. Michel Girard, expliqua-t-il, était son frère de 4 ans, son cadet. Un homme intelligent mais tourmenté, qui avait toujours eu des difficultés relationnelles. Michel avait travaillé comme employé administratif dans différentes entreprises de Lyon, changeant souvent de poste, jamais vraiment stable. En 1984, il avait rencontré une femme dont il était tombé éperdument amoureux. Une femme qui, selon ses dires, ne répondait pas à ses sentiments. Michel était devenu obsédé par elle, la suivait, lui écrivait des lettres enflammées qu'elle ne lisait pas, attendait devant son domicile.
Alain avait essayé de raisonner son frère, de lui faire comprendre qu'il devait abandonner, que son comportement relevait du harcèlement. Mais Michel ne l'écoutait pas. Il était convaincu que si cette femme le connaissait vraiment, elle l'aimerait en retour. Il fallait juste qu'il trouve le bon moment, les bons mots. En janvier 1987, Michel avait confié à Alain qu'il avait un plan. Il ne voulait pas en dire plus, mais il semblait étrangement confiant. Puis en mars, Michel avait disparu. Il n'était pas rentré chez lui un soir, et on ne l'avait plus revu. Alain avait signalé sa disparition à la police, mais les recherches n'avaient rien donné. À l'époque, Alain n'avait pas fait le lien avec la disparition de l'institutrice survenue quelques jours plus tôt. Ce n'est que maintenant, en voyant le portrait robot dans le journal, qu'il comprenait. Cette femme dont Michel était obsédé, c'était Madeleine Fournier. Et quelque chose d'horrible s'était produit au musée ce jour-là. Les enquêteurs écoutèrent ce témoignage avec une attention extrême. « Aviez-vous une photo de votre frère ?» demanda Marchand. Alain sortit de sa poche un vieux cliché jauni. On y voyait deux hommes debout devant une maison, souriant à l'objectif. Alain désigna celui de droite. C'est Michel. Cette photo a été prise en 1986. Marchand regarda la photo. L'homme ressemblait effectivement au portrait robot établi par Élise. Des traits ordinaires, une allure quelconque, le genre de personne qu'on croise dans la rue sans y prêter attention. Mais dans ses yeux, sur cette photo, il y avait quelque chose, une intensité dérangeante. Avec le nom complet de Michel Girard, les enquêteurs purent fouiller dans les archives. Ils découvrirent que Michel avait effectivement travaillé comme employé temporaire pour l'inspection académique du Rhône entre septembre 1986 et janvier 1987. Dans ce cadre, il avait eu accès à des informations sur les écoles, les enseignants, les plannings. Il aurait pu facilement obtenir l'adresse de Madeleine, ses horaires, les informations sur les sorties scolaires prévues. Tout concordait. Mais il restait la question centrale. Que s'était-il passé exactement au musée? Et surtout, où étaient les corps? Car les enquêteurs en étaient maintenant certains. Ni Madeleine ni Michel n'avaient pu survivre à ce qui s'était produit ce jour-là. La probabilité qu'ils soient encore en vie après 26 ans était statistiquement nulle. Il fallait retrouver les corps pour comprendre et pour donner à la famille la possibilité de faire son deuil dignement. Les recherches se concentrèrent sur les environs du musée. Des équipes de plongeurs explorèrent les berges du Rhône. Des chiens formés à la détection de restes humains fouillèrent les parcs et les terrains vagues. Rien. Puis un élément nouveau surgit. En réexaminant les plans du musée d'histoire naturelle, tel qu'il était en 1987, un architecte consulté par la police remarqua quelque chose. Le bâtiment avait subi des rénovations importantes en 1989, soit 2 ans après la disparition. Une partie des sous-sols avait été réaménagée. Des anciennes salles de stockage, condamnées et murées pour des raisons de sécurité structurelle. Ces zones n'avaient jamais été fouillées lors de l'enquête initiale, parce qu'elles n'étaient pas accessibles au public en 1987, mais elles l'étaient pour le personnel. Et Michel Girard aurait pu les connaître s'il avait effectué cette visite de repérage dont parlait son frère. Une équipe fut envoyée au musée. Les travaux de démolition partielle commencèrent dans une section des sous-sols, sous la supervision d'archéologues et de la police scientifique. Le 2 février 2013, après 3 jours de fouilles minutieuses, ils trouvèrent, derrière un mur de briques érigé en 1989, dans ce qui avait été une ancienne salle de stockage abandonnée, ils découvrirent 2 squelettes. Les analyses ADN confirmeraient plus tard qu'il s'agissait de Madeleine Fournier et de Michel Girard. Ils étaient ensemble dans cette pièce obscure depuis 26 ans. L'examen médico-légal des ossements révéla la tragédie. Michel Girard présentait des fractures du crâne compatibles avec une chute violente ou un coup porté avec un objet contondant. Madeleine Fournier ne présentait aucun traumatisme apparent. Elle était probablement morte d'asphyxie ou de déshydratation, enfermée dans cette pièce sans fenêtre et sans issue. La reconstitution des événements, basée sur l'ensemble des éléments recueillis, permit d'établir le scénario le plus probable. Ce jour de mars,
Michel Girard était venu au musée. Il savait que Madeleine y serait avec sa classe. C'était sa chance, pensait-il, de lui parler enfin, de lui faire comprendre ses sentiments. Quand Madeleine l'avait aperçue dans la salle de minéralogie, elle avait paniqué. Depuis des mois, cet homme la harcelait. Elle avait signalé sa présence près de l'école, mais sans preuve tangible de menace, la police n'avait rien pu faire. Et maintenant, il était là, devant elle, devant ses élèves. Elle avait décidé de l'éloigner des enfants. Elle lui avait fait signe de la suivre et s'était dirigée vers la porte du personnel, espérant trouver un gardien, quelqu'un qui pourrait intervenir. Mais dans les couloirs déserts des zones administratives, Michel l'avait confronté. Il voulait parler, juste parler. Madeleine avait refusé, lui avait dit qu'il devait partir, qu'elle allait appeler la sécurité. Selon toute vraisemblance, Michel avait alors perdu le contrôle de la situation. Il l'avait attrapé, peut-être pour l'empêcher de crier, l'avait entraîné vers les sous-sols par un escalier de service. Ils étaient descendus dans les anciennes salles de stockage. Une altercation avait eu lieu. Michel avait trébuché ou bien Madeleine l'avait poussé pour se défendre. Il était tombé, s'était fracassé le crâne contre le coin d'une vieille étagère métallique. Il était mort sur le coup ou peu après. Madeleine, seule avec le corps, avait probablement essayé de sortir, mais la porte de la salle s'était refermée, bloquée de l'extérieur par un vieux verrou automatique défectueux. Elle était piégée. Sans lumière, sans moyen d'appeler à l'aide dans ces sous-sols isolés, elle avait survécu quelques jours peut-être, appelant au secours dans le vide. Puis elle était morte à son tour. Cette vérité insoutenable émergea des ossements et des analyses. Personne n'avait enlevé Madeleine, personne ne l'avait tuée intentionnellement. Elle était morte dans un tragique enchaînement de circonstances, victime d'un harceleur obsessionnel et d'un bâtiment aux multiples recoins dangereux. Et pendant ce temps, à quelques mètres au-dessus d'elle, la vie avait continué. Les visiteurs avaient déambulé dans les salles, les enfants avaient appris leurs leçons, les années s'étaient écoulées. Et elle était là, dans le noir, oubliée. La révélation du sort de Madeleine Fournier bouleversa tous ceux qui avaient connu cette affaire. Sophie s'effondra en apprenant la nouvelle. Après 26 ans d'incertitude, savoir que sa sœur était morte seule, enfermée, appelant probablement au secours sans que personne ne l'entende, était une torture. Mais c'était aussi, d'une certaine manière, un soulagement. Elle savait enfin. Elle pouvait enterrer sa sœur, lui offrir une sépulture digne, terminer le deuil qui avait été suspendu pendant plus d'un quart de siècle. Les funérailles de Madeleine eurent lieu en mars 2013, 26 ans presque jour pour jour après sa disparition. Toute l'ancienne communauté scolaire se rassembla. Les élèves de 1987, aujourd'hui adultes avec leurs propres enfants, vinrent dire adieu à leur maîtresse. Beaucoup pleurèrent, se remémorant cette femme dévouée qui leur avait appris bien plus que l'orthographe et l'arithmétique. Élise Garnier assista aux funérailles. Elle se tenait un peu à l'écart, incapable de retenir ses larmes. Après toutes ces années de culpabilité, elle comprenait maintenant qu'elle n'aurait rien pu faire. Elle était une enfant de 8 ans. Elle n'aurait jamais pu empêcher cette tragédie. Mais une question continuait de la hanter. Pourquoi Madeleine avait-elle caché ses dessins? Pourquoi celui qu'elle avait fait montrant Michel Girard? Jean Marchand, présent lui aussi aux funérailles, s'approcha d'elle. Il avait peut-être une réponse. Les dernières investigations avaient révélé que Madeleine avait effectivement compris, dans les semaines précédant sa mort, qu'elle était en danger. Elle avait rassemblé les dessins de ses élèves qui montraient des éléments inquiétants, des détails qu'elle seule pouvait interpréter. Le dessin d'Élise avec Michel Girard, d'autres dessins montrant peut-être des rencontres que les enfants avaient observées sans comprendre leur signification. Madeleine avait caché ces dessins comme des preuves au cas où quelque chose lui arriverait. Elle espérait peut-être qu'ils seraient trouvés, qu'ils aideraient à comprendre, mais ils étaient restés cachés trop longtemps. L'implication de Vincent Laurent dans cette histoire restait floue.
Les enquêteurs ne purent jamais établir avec certitude s'il avait eu un rôle actif dans le harcèlement de Madeleine ou s'il était simplement un supérieur hiérarchique avec des comportements inappropriés qui avaient ajouté au stress de la jeune femme. La lettre signée Fay n'avait jamais pu être formellement attribuée à Laurent, même si les probabilités étaient fortes. L'homme, prisonnier de sa démence, emporta ses secrets avec lui quand il mourut quelques mois plus tard, en juin 2013. Certaines questions resteraient sans réponse définitive. Quant à Michel Girard, son histoire émergea progressivement à travers les témoignages de ceux qui l'avaient connu. Un homme solitaire, jamais marié, sans enfant, qui avait consacré ses dernières années à une obsession destructrice pour une femme qui ne l'aimait pas et ne l'aimerait jamais. Son frère Alain, rongé par la culpabilité de n'avoir pas su empêcher la tragédie, fit établir une plaque en mémoire de Madeleine dans le cimetière où reposait sa famille. C'était sa manière de demander pardon, de reconnaître le mal que son frère avait causé. Le musée d'histoire naturelle de Lyon organisa une cérémonie commémorative. Une plaque fut installée à l'entrée, rappelant le souvenir de Madeleine Fournier, institutrice dévouée, disparue tragiquement en 1987. Le directeur du musée présenta des excuses publiques pour les failles de sécurité qui avaient permis cette tragédie. Des mesures furent prises pour que plus jamais de telles zones dangereuses et inaccessibles n'existent dans le bâtiment. Pour Élise, la résolution de l'affaire marqua un tournant. Elle écrivit un livre, témoignage de son expérience, intitulé « Le dessein du silence ». Elle y racontait comment une disparition peut marquer toute une vie, comment un traumatisme d'enfance peut se transformer en vocation. Les droits d'auteur furent intégralement reversés à une association d'aide aux victimes de harcèlement. Le livre connut un certain succès, touchant beaucoup de personnes qui avaient vécu des expériences similaires de perte et de culpabilité. Jean Marchand, lui, put enfin poser ce dossier qu'il avait hanté pendant tant d'années. Le jour de la découverte des corps, il était rentré chez lui, avait sorti le dossier d'enquête qu'il conservait dans son bureau personnel et l'avait rangé définitivement. L'affaire Fournier était close. Pas de la manière qu'il aurait souhaité, sans le happy end qu'on espère toujours secrètement, mais close néanmoins. Il avait fait son travail, il avait trouvé la vérité. Dans le métier de policier, c'était parfois tout ce qu'on pouvait offrir aux familles, la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Les anciens élèves de la classe de 1987 organisèrent une réunion, 26 ans après les faits. Ils se retrouvèrent dans un café de Croix-Rousse, non loin de l'ancienne école. 23 des 28 élèves répondirent présents. Ils parlèrent de Madeleine, évoquèrent leurs souvenirs d'elle, partagèrent ce qu'elle leur avait apporté. Beaucoup réalisèrent que malgré la tragédie, malgré le traumatisme, Madeleine leur avait transmis quelque chose de précieux. L'amour de l'apprentissage, le goût de la connaissance, le respect des autres. Son héritage n'était pas seulement une disparition mystérieuse, c'était aussi tout ce qu'elle avait donné à ses enfants pendant les années où elle avait enseigné. L'ancienne école Jules Vallès, transformée en centre culturel, organisa une exposition permanente sur l'histoire du bâtiment. Une section était consacrée à Madeleine Fournier. On y exposait des photos d'elle, des témoignages d'anciens élèves, et oui, quelques-uns des dessins retrouvés dans la cachette murale. Pas celui montrant Michel Girard, trop associé au drame, mais d'autres, plus innocents, montrant des scènes de classe, des sorties scolaires, la vie d'une école dans les années 80. C'était une manière de se rappeler que, au-delà du fait divers tragique, il y avait eu une femme, une enseignante, une vie dédiée aux enfants. Sophie visita cette exposition quelques mois après son ouverture. Elle resta longtemps devant les photos de sa sœur, se remémorant leurs dimanches ensemble, leurs conversations, tous ces petits moments ordinaires qui constituent une vie. Elle pensa à toutes les années que Madeleine n'avait pas vécues, tous les moments qu'elle avait manqués. Mais elle pensa aussi que peut-être, d'une certaine manière, Madeleine vivait encore à travers tous ces élèves qu'elle avait formés, tous ces adultes qui se souvenaient d'elle avec affection et respect. C'était une forme d'immortalité, imparfaite, mais réelle. Le mystère qui avait entouré la disparition de Madeleine Fournier pendant 26 ans était résolu.
Mais comme dans toutes les vraies histoires, la résolution n'effaçait pas la douleur, ne rendait pas les années perdues, ne ressuscitait pas les morts. Elle offrait simplement la possibilité de continuer à vivre avec la vérité plutôt qu'avec l'incertitude. Et parfois, dans ce monde imparfait, c'était tout ce qu'on pouvait espérer. Cette histoire nous rappelle combien la frontière entre le quotidien et la tragédie peut être fine. Une sortie scolaire ordinaire qui devient un cauchemar. Un homme incapable d'accepter un refus qui détruit 2 vies. Un dessin d'enfant qui reste muet pendant 26 ans avant de révéler ses secrets. Qu'avez-vous pensé de cette affaire? Aviez-vous deviné ce qui s'était réellement passé? Les détails qui vous ont le plus marqué? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si ce type d'enquête approfondie vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui apprécie également ces reconstructions minutieuses de mystères réels. À bientôt pour une nouvelle investigation.